Le décor est planté, on est dans un camp de réfugiés, dans une zone de conflit hyper intense. Ouais, l'ambiance bien lourde, quoi. Exactement. Et là, il y a un psychologue américain, Marshall Rosenberg, qui s'avance pour donner une conférence. Et soudain, il y a un homme qui jaillit de la foule, fou de rage, qui le pointe du doigt et se met à hurler, mais à plein poumon. Assassin. Ah ouais, la tension doit être juste insoutenable à ce moment-là. Totalement palpable. Le silence s'abat sur la salle, tu vois. Et face à cette agression verbale d'une violence extrême, la réaction viscérale, neurologique même, de presque n'importe qui, ce serait soit la fuite, soit la contre-attaque. Bah c'est clair, c'est notre cerveau reptilien qui prend le relais, quoi. Sauf que Rosenberg, il fait l'impensable. Il se défend pas, il s'enfuit pas non plus, il écoute l'émotion brute derrière ce mot terrible. Et le résultat de cette interaction qui aurait vraiment pu virer au drame, ça se solde quelques heures plus tard, devine par quoi? Je sais pas, une poignée de main? Mieux, par une invitation à dîner chez cet homme en colère. Waouh. C'est vraiment une entrée en matière vertigineuse. Parce que ça illustre parfaitement, en fait, l'aboutissement ultime de ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Passer d'une accusation de meurtre à un repas partagé, c'est pas de la magie, c'est vraiment de la mécanique psychologique de haute précision. Mais tellement. Et c'est tout l'objet de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va plonger au cœur d'un concept qui est à la fois révolutionnaire et profondément intime. La communication non violente. La fameuse CNV, quoi. Ouais, un sujet passionnant. Et pour guider cette analyse, on s'appuie sur une excellente vidéo de la chaîne YouTube de Kelly, la prof de français, une vidéo qui synthétise brillamment le livre fondateur de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est un super choix de source, ça. Carrément. Ce qui est fascinant avec cette source, c'est qu'elle a été conçue à l'origine avec un ton très pédagogique. Elle utilise un vocabulaire très accessible en fait pour des apprenants de la langue française de niveau B1. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'expliquer ces concepts clés de manière extrêmement simple pour ceux de notre audience qui découvrent la méthode. Et c'est justement la force de ce support, je trouve. En dépouillant le concept de tout ce jargon universitaire ou psychologique un peu lourd, on met vraiment à nu les fondations de nos interactions sociales. C'est ça. C'est un point de départ idéal pour nous. Ça nous permet d'ajouter notre couche d'analyse sur le pourquoi et le comment ça fonctionne réellement dans notre cerveau, tout en gardant une explication hyper claire. Tout à fait. Et le postulat de départ de la méthode, il est d'une puissance métaphorique folle. Faut imaginer que chaque mot qu'on prononce, c'est une matière première. Mhm. Soit on fabrique une brique bien lourde qui s'empile pour construire un mur infranchissable entre deux personnes, soit on souffle une vitre et ça crée une fenêtre qui laisse passer la lumière et qui permet de voir l'humanité de l'autre côté. Cette analogie des murs et des fenêtres, elle est vitale pour comprendre la notion de communication aliénante. D'ailleurs, la source prend bien soin de définir ce mot pour le niveau B1. Ouais, aliénante, c'est un mot qui peut faire peur. Exactement. Et pour faire simple, est aliénant ce qui nous rend étrangers. Étrangers à nous-mêmes, à nos valeurs et surtout étrangers aux autres. Donc la communication aliénante, c'est celle qui accuse, qui met des étiquettes, qui juge, en fait. Le fameux mur, quoi. Voilà, la brique. Et elle s'oppose radicalement à la bienveillance, qui est littéralement la volonté de chercher la connexion humaine. La fenêtre. C'est très visuel. Mais alors, il y a un paradoxe qui me perturbe toujours quand je me penche sur ce sujet. La source, elle identifie clairement deux grands murs qu'on construit en permanence. Lesquels? Le premier, c'est les jugements moralisateurs, genre « il est paresseux » ou bien « tu es égoïste ». Et le second, c'est le rejet de responsabilité, cette fâcheuse habitude de dire « c'est ta faute si je me sens mal ». Ah oui, le grand classique. Et la réponse est non. On n'est pas programmé pour détruire, on est programmé pour survivre. Survivre. En s'engueulant pour un retard. Eh oui. En fait, quand on subit un stress social, notre cerveau reptilien et notre amygdale, donc le centre de l'alerte dans le cerveau, s'activent. Face à ce qu'il perçoit comme une menace, le cerveau choisit la défense automatique. D'accord, je vois le mécanisme. Émettre un jugement comme « il est égoïste », c'est une stratégie d'économie d'énergie cognitive pour notre cerveau. C'est beaucoup plus facile, plus rapide et surtout moins vulnérable de classer l'autre dans la case méchant plutôt que de s'arrêter pour analyser sa propre douleur interne. Et ça, c'est une habitude qu'on apprend dès l'enfance par mimétisme social. C'est fou. C'est donc un mécanisme de défense par défaut?
en fait. D'ailleurs, je trouve ça passionnant de s'interroger sur ses propres habitudes de communication là-dessus. Oh oui, on a tous nos petits réflexes. J'invite les personnes qui nous écoutent à prendre juste un instant pour réfléchir. À quand remonte votre dernière dispute qui a commencé par un simple malentendu? Tu sais, un ton un peu sec, une porte qui claque, et soudain, paf, le mur s'érige. Ça va très très vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences récentes sur ces conflits déclenchés par des jugements. C'est le premier pas pour désapprendre. Désapprendre, voilà, c'est le mot-clé. Rosenberg, il se contente pas de faire un constat fataliste, il propose une vraie méthode de déprogrammation. Et c'est là qu'interviennent les 4 fenêtres, quoi. Les fameuses étapes de la CNV. Voilà, les 4 étapes fondamentales pour transformer ces murs de jugement en demandes claires. Et la toute première étape, c'est l'observation des faits. Mais attention, sans aucun jugement personnel. Alors ça a l'air super simple sur le papier, mais en réalité, c'est un véritable sport de combat mental. La source explique qu'il faut agir comme l'objectif d'une caméra. J'adore cette image. Ouais, c'est très clair. Une caméra, elle n'a pas d'opinion. Elle se dit pas oh là là, cette personne est insupportable et toujours en retard. Pas du tout. Elle enregistre juste une image. Cette personne est arrivée à 14h30 pour un rendez-vous fixé à 14h. Et la différence, neurologiquement parlant, elle est colossale. Quand tu dis « tu es toujours en retard », t'attaques l'identité de l'autre personne. Son cerveau se met direct en mode bouclier. Le mur se lève. Exactement. Alors que si tu dis « tu es arrivé avec 30 minutes de retard », là tu énonces une réalité physique indéniable. Il n'y a plus de posture défensive possible parce qu'on n'attaque pas la personne, on pointe juste un fait commun sur lequel on peut s'accorder. Tiens, faisons un petit exercice pratique avec l'audience. Essayons d'identifier une situation récente vécue avec stress. Par exemple, un collègue qui coupe la parole en pleine réunion. Ouh, ça c'est un classique qui énerve bien. N'est-ce pas? Le défi, c'est d'essayer de décrire cet événement factuellement. Interdiction totale d'utiliser des mots comme irrespectueux ou malpoli. Juste les faits. Ça donnerait un truc du genre « le collègue a commencé à parler alors que je n'avais pas terminé ma phrase ». C'est radicalement différent en termes d'énergie, tu trouves pas? Complètement. Ça apaise direct. Mais ça demande un effort conscient, c'est sûr. Parce que notre cerveau, il veut immédiatement broder toute une histoire autour de ce fait. Mais une fois qu'on a isolé ce fait brut, la méthode nous amène à la deuxième étape, mettre des mots sur les sentiments. Ah, les sentiments. C'est là que le niveau B1 de notre source est hyper utile pour redéfinir les bases. Ouais, parce qu'on confond tout. La source précise bien qu'un sentiment, c'est une pure émotion interne. C'est la tristesse, la peur, l'inquiétude. Par exemple, dire « je me sens frustré », ça c'est un vrai sentiment. Alors que si je dis « j'ai le sentiment que tu te moques de moi », Faux sentiment. Alerte rouge. c'est clair. C'est en fait une pensée critique qui est déguisée en sentiment. On utilise le verbe sentir pour formuler une accusation directe. On pointe l'autre du doigt au lieu de regarder à l'intérieur de soi. Exactement. Et la source souligne avec beaucoup de justesse à quel point on est souvent totalement analphabète émotionnellement aujourd'hui. On a un mal fou à analyser nos propres réactions émotionnelles au-delà du simple « je vais bien » ou « je vais mal ». C'est un vocabulaire qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement. C'est clair. Or, l'identification précise de cette émotion, c'est le pont obligatoire vers la troisième étape. Et ça, pour moi, c'est le cœur nucléaire de la méthode. L'identification des besoins non satisfaits. Le fameux grand secret de la CNV. Parce que derrière chaque sentiment négatif, que ce soit de la colère, de la jalousie ou de l'agacement, il y a toujours et sans exception un besoin fondamental qui crie pour être comblé. Toujours. C'est la règle d'or. La colère, elle n'est pas causée par l'autre. C'est juste le voyant lumineux sur notre tableau de bord intérieur qui signale une panne de carburant. Le retard du copain au café, il crée pas notre frustration de toute pièce. C'est notre propre besoin de sécurité ou d'optimisation du temps ou de respect qui n'est pas nourri à ce moment-là. Et c'est ça qui génère la frustration. Cette bascule de perspective, moi, elle me donne le vertige à chaque fois. On arrête d'être la victime du comportement de l'autre et on devient enfin responsable de ses propres besoins. C'est super responsabilisant, en fait. Guidons notre audience à travers un court moment d'auto-observation calme et bienveillante. Bonne idée. Si on revient à la situation stressante de la réunion tout à l'heure, avec le collègue, quelle émotion y est associée? Peut-être de la colère ou un sentiment d'invisibilité? Maintenant, essayez de creuser sous cette émotion pour chercher le besoin inavoué. Est-ce que c'est un besoin d'appartenance au groupe? Un besoin d'être écouté? De considération? C'est une réflexion qui est profonde, c'est vrai, presque intime. Ça demande de se poser 2 minutes avec soi-même. Mais c'est indispensable. Et une fois que ce besoin est mis en lumière, là et seulement là, on passe à la 4e étape. Transformer ce diagnostic intérieur en une demande claire adressée à l'autre personne. C'est ça l'étape finale.
Sauf que là, je dois jouer l'avocat du diable une seconde. Faire une demande, c'est pas juste une façon polie de lancer un ultimatum. Ah, justement non. Et la méthode insiste lourdement là-dessus. Une demande, pour qu'elle soit une vraie fenêtre, elle doit être spécifique, réalisable, ancrée dans le temps présent et surtout respectueuse de la liberté de l'autre. Donc on laisse le choix. Oui, une exigence, ça dit fais ça, sinon il y aura des conséquences. Une demande véritable, en CNV, elle laisse toujours à l'autre l'espace de dire non ou de négocier. Franchement, il n'y a rien de tel qu'une petite mise en situation pour rendre tout ça palpable. On va jouer une petite scène de dispute classique, celle du retard. On va y mettre un peu de passion. Allez, je suis prête, vas-y. Ok, le décor c'est « Je suis au café depuis une demi-heure à t'attendre et tu arrives enfin ». En mode communication aliénante, le mur se bâtit comme ça. Non mais franchement, c'est pas vrai. Tu te fiches complètement des autres, t'es incapable d'être à l'heure, c'est un vrai cauchemar de s'organiser avec toi. Et là, en tant que destinataire de cette attaque, mon cerveau détecte un danger vital pour mon intégrité sociale. Mon amygdale s'enflamme, faut que je parle le coup. Mais pour qui tu te prends? Les métros étaient bloqués, et puis d'abord toi, l'autre jour, t'as bien annulé à la dernière minute sans même t'excuser. Et voilà, fin du dialogue, début de la guerre de tranchées. On a tous vécu ça. Oh que oui. Reprenons maintenant exactement la même scène, mais j'applique les 4 fenêtres de Rosenberg. Donc, tu arrives, je respire un coup, j'analyse, et je dis quand je constate qu'il est 14h30 et que notre rendez-vous est à 14h, je ressens une forte irritation. J'ai un grand besoin que mon temps soit pris en considération parce que mes journées sont vraiment très chargées. Est-ce que pour nos prochaines rencontres, tu serais d'accord pour m'envoyer un petit texto dès que tu vois que tu as plus de 10 minutes de retard? Et là, la magie opère. Mon système nerveux, il n'est pas agressé du tout. Je n'entends pas que je suis une mauvaise personne. J'entends simplement que tu as une contrainte de temps et que ça te stresse. Du coup, je peux répondre depuis un espace d'empathie. Je comprends ton irritation. C'est vrai que j'ai pas bien calculé mon coup. Je te promets qu'à l'avenir, je te préviendrai immédiatement. Et bim, la tension est désamorcée instantanément. C'est un vrai changement de paradigme. Complètement. Du coup, créons ensemble une petite fiche de mémorisation rapide pour les personnes qui écoutent. C'est un acronyme hyper simple. OSBD. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. OSBD. C'est un super outil à garder en tête. D'ailleurs, c'est le moment idéal, vu qu'on est au milieu de notre exploration, pour vous encourager à vous abonner à l'émission si ces concepts résonnent en vous. Et franchement, n'hésitez pas à partager cet audio avec un proche ou un collègue avec qui vous aimeriez avoir une communication plus fluide. C'est clair que ça peut sauver des relations. Et pour continuer à réfléchir ensemble, dites-nous dans les commentaires, parmi ces 4 étapes de l'OSBD, laquelle vous semble la plus difficile à appliquer au quotidien? Moi, de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, la plupart des gens trébuchent sur l'expression des besoins. Ah ouais? Ouais, parce que c'est un muscle qu'on n'a absolument pas l'habitude de solliciter. Et en fait, ça nous conduit tout naturellement à un autre concept fondamental qu'on retrouve dans nos sources, le super pouvoir absolu de l'empathie. Le mot empathie, il est tellement galvaudé de nos jours, on l'entend partout. Pour rester dans l'esprit de notre source pédagogique niveau B1, comment on pourrait définir ça de manière très simple, très visuelle? La vidéo de Kelly, la preuve de français, la définit comme le fait d'ouvrir son cœur pour comprendre l'autre. C'est mignon, mais c'est très juste. C'est la capacité de se dépouiller de ses propres filtres, de ses lunettes, pour entrer dans la carte du monde de son interlocuteur. C'est beau. Mais la nuance cruciale qu'apporte la CNV, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'empathie envers autrui est impossible sans l'empathie envers soi-même en premier. Oh, c'est puissant ça. Mais pourquoi l'empathie personnelle renforce nos relations avec les autres à ce point-là? Eh bien parce que notre espace mental, il n'est pas infini. Si notre dialogue intérieur est un tribunal permanent, rempli de condamnations, tu sais, genre je suis nul, j'aurais dû faire ceci, j'ai encore raté. La petite voix qui critique tout le temps. Voilà, si on fait de la communication aliénante envers nous-mêmes, on n'a plus aucune bande passante psychologique disponible pour accueillir la détresse de l'autre. Donc, transformer nos propres critiques intérieures en besoins positifs, ne pas se blâmer, c'est la toute première étape de la méthode. C'est super clair. Ce n'est donc pas juste de l'indulgence un peu naïve, c'est vraiment une force indispensable au quotidien. C'est comprendre que se blâmer, au fond, c'est une forme de violence. Tout à fait. Si je prends un peu le ton d'un coach bienveillant pour illustrer ça avec les anecdotes concrètes tirées de nos sources, les résultats sont bluffants. Prends l'exemple de ce couple au bord du divorce. La tension était à son comble. Eh bien, en s'arrêtant pour pratiquer l'empathie, la partenaire a complètement changé la dynamique de la pièce. C'est-à-dire?
Elle a arrêté la machine à reproches, elle s'est mise à écouter les besoins non dits de son mari, et ensuite elle a pu exprimer les siens de façon authentique. Et rien que ça a permis de restaurer une relation personnelle qui était profondément tendue, évitant une rupture qui semblait inévitable. L'impact, il est tout aussi spectaculaire dans le milieu de l'éducation d'ailleurs. La source raconte l'histoire d'un enseignant face à un élève en crise, tu sais, le profil hyper turbulent et perturbateur. Le cauchemar du prof, quoi. Voilà. Au lieu de la punition classique, qui en fait n'est qu'un mur de plus, l'enseignant a utilisé la bienveillance pour aider l'enfant à nommer l'émotion qui le submergeait. Et là, s'il y a des parents qui nous écoutent, on a un conseil inestimable pour le quotidien avec les enfants. Ouais, je prends note. Faut bien se dire que les crises de vos enfants, elles sont presque jamais dirigées contre vous, personnellement. Elles sont juste l'expression, souvent un peu chaotique, d'un système nerveux immature qui n'arrive pas à combler un besoin de sécurité, d'attention ou d'autonomie. C'est fou comme on prend tout contre nous, en fait. Du coup, poser à un enfant une question toute simple comme « Est-ce que tu es en colère parce que tu avais besoin de choisir toi-même ton pull ce matin ?» Ça peut littéralement court-circuiter une crise de larmes monumentale. L'enfant, il se sent soudainement vu, tu vois. Exactement, il se sent compris. Et ça nous ramène direct à notre fameuse anecdote du début, dans le camp de réfugiés. Ah oui, avec Rosenberg qui se fait traiter d'assassin. C'est ça. Comment il a pu encaisser ce mot d'une violence inouïe sans s'effondrer ou sans répliquer? C'est grâce à la maîtrise absolue de l'empathie. Il explique comment écouter la douleur des autres sans se laisser submerger par elle. C'est le secret, ouais. Face à l'insulte, il n'a pas entendu une attaque sur son identité, il a traduit l'insulte, il a entendu le cri désespéré d'un homme qui disait « J'ai un besoin viscéral de justice, j'ai besoin que le monde reconnaisse ma souffrance, et toi, avec ton passeport américain, tu représentes symboliquement la cause de cette souffrance. » C'est dingue, il a traduit la violence en besoin. C'est comme s'il portait des lunettes magiques qui décodaient la matrice de la communication humaine, quoi. Réagir calmement face à une personne qui nous critique de manière totalement injuste, c'est pas être faible ou passif. C'est faire preuve d'une écoute tellement active et tellement profonde qu'elle désarme instantanément l'agressivité du autre. C'est tout le génie de cette méthode, en effet. Mais bon, il est évident que posséder juste ces connaissances théoriques, ça suffit pas. C'est une pratique de tous les jours. C'est comme apprendre une nouvelle langue, ce qui résonne d'ailleurs plutôt bien avec l'origine de notre source, avec la prof de français. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on se doit de suggérer des applications hyper pratiques pour intégrer cette bienveillance au quotidien. Parce que, on va pas se mentir, dans l'urgence d'un lundi matin à 8 h, c'est une autre paire de manches de faire de la CNV. Oh, ça c'est sûr. Nos sources inspirent 3 habitudes très simples à mettre en place avec ses proches. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler le petit journal du soir. C'est une excellente pratique, ça. En gros, il s'agit d'inviter chacun à prendre un carnet en fin de journée et à noter ses émotions après une situation de conflit. Analyser la scène à froid avec la grille OSBD, ça permet vraiment de suivre ses progrès émotionnels. On se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui a déclenché l'agacement ? Quel était le fait pur ? Quel besoin n'a pas été nourri ? Voilà, on décortique quoi. La deuxième habitude, c'est un petit défi quotidien mais matinal cette fois. C'est la pratique de l'empathie envers soi-même, avant même que la folie de la journée commence. Tu prends un instant avec ton café et tu te demandes de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui pour être bien, pour être en équilibre. Ouais, un petit check-in interne. Reconnaître qu'on a besoin de calme ou au contraire de connexion sociale, ça agit comme un vrai bouclier préventif contre le stress. Exact. Et enfin, la troisième habitude, sous la forme d'un défi hebdomadaire. Pendant 7 jours, il s'agit juste d'observer ses propres jugements sur les autres, mais sans se blâmer. Quand on se surprend à penser que le mec qui vient de nous doubler est un danger public fini, on note mentalement ce jugement. Le simple fait de l'observer comme ça crée une distance critique hyper saine. C'est le premier pas pour arrêter la machine à juger. Et tu sais quoi, Evelyne ? Je propose même d'aller encore plus loin. On va lancer officiellement un grand défi de 7 jours à notre audience. Le but de ce défi, c'est d'appliquer consciemment une seule étape de la communication bienveillante chaque jour. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Le lundi, on se concentre uniquement sur l'observation neutre des faits. Le mardi, on traque nos faux sentiments toute la journée. Le mercredi, on fouille nos besoins profonds, et ainsi de suite. Chacun est invité à revenir sur cette vidéo, sur cet audio, dans une semaine pour consigner les résultats dans l'espace des commentaires. Quelles prises de conscience ont émergé ? Est-ce que ça a marché ? Ça va être super intéressant de lire tout ça. Et en guise de synthèse pour aujourd'hui, s'il fallait retenir qu'une seule chose,
c'est vraiment de réaliser à quel point nos besoins profonds influencent réellement et souvent silencieusement toutes nos interactions sociales. Pratiquer la CNV, c'est pas juste rajouter une couche de politesse superficielle, c'est pas être gentil. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est ça, c'est remplacer nos murs défensifs par des fenêtres de compréhension. Et ça métamorphose complètement notre expérience du monde humain. Le pouvoir des mots, il est infini. Et pour clore cette analyse en beauté, je voudrais soumettre à tout le monde une réflexion finale. Une pensée un peu provocatrice qui dépasse même le cadre initial de nos sources. Je t'écoute. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des autres. Mais, et si la prochaine fois que quelqu'un vous met en colère, vous réalisiez que cette colère n'a absolument rien à voir avec cette personne, mais qu'elle n'est, au fond, que le reflet d'un cadeau que vous avez oublié de vous faire à vous-même? C'est une perspective fascinante. C'est tellement vrai. Refuser l'aliénation pour choisir la connexion authentique avec soi-même, c'est le vrai cadeau. Voilà de quoi alimenter vos réflexions pour les jours à venir. Un immense merci à toutes les personnes qui ont suivi cette exploration en profondeur jusqu'au bout. Si l'analyse de ces murs et de ces fenêtres vous a été utile, on vous encourage encore une fois à vous abonner et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. C'est la meilleure façon de faire circuler ces idées. Tout à fait. N'oubliez pas de consigner vos défis et vos victoires dans les commentaires. On a hâte de vous lire. À très bientôt dans d'autres épisodes.